Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, on discute rénovation, Gala Zénith et on parle de récupération, en fait, des matières organiques. Tout d'abord, bienvenue à mes invités de ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Meilleur, on va débuter avec vous parce qu'il y a une nouvelle politique en matière de récupération pour la ville de Thetford Mines, mais on se rend compte aussi que ça cible le Québec au complet. Et là, ça s'en vient, là. Effectivement, le conseil de ville de Thetford Mines a décidé d'emboîter le pas dans cette mouvance au niveau de la récupération des matières putrescibles. D'où provient ce projet-là? Bien, il y a une politique quand même nationale au niveau de la gestion des matières résiduelles qui a été adoptée. Et ce qui est dans cette politique-là, c'est de demander aux villes et municipalités d'éliminer l'enfouissement des matières putrescibles vers l'enfouissement, donc d'ici 2022. C'est un bon délai? On est vite un petit peu? Non, on parle de 5 ans, Okay. je veux dire encore. Ça s'en vient vite en matière municipale, là, donc on est au bon moment, je pense, pour implanter ce nouveau service. Parce que même si tout ça sera actif pour la ville de Thetford Mines, le temps que les gens vraiment amènent ça dans leur quotidien, c'est là où ça peut être un petit peu long. Ça peut être un peu plus long. Il faut donner quand même le temps à apprendre les gens. C'est nouveau. C'est pas tout le monde qui connaisse les matières putrescibles. Donc, on parle des matières de table, dont les résidus de table, pelures de banane qu'on utilise souvent, mais aussi c'est toute la famille des résidus verts, donc gazon, fleurs, donc toutes ces matières-là qui peuvent faire du compost. Et bien, ce service-là va permettre de récupérer ces matières-là au lieu de les enfouir. Là, l'annonce, elle est officielle. Les gens, donc, de Thetford Mines sont au courant qu'on devra l'appliquer, en fait, très, très prochainement. Exact. On parle de cet été? On parle de cet été. Donc, on a eu quelques communiqués. Donc, d'ici la fin de l'été, on va continuer à faire de la promotion au niveau de l'information sur qu'est-ce qui va être accepté, les modalités au niveau de la livraison, des choses comme ça. Mais grosso modo, d'ici l'été, donc, ce qu'on peut voir ici, les gens vont recevoir le bac brun qui est ici de 270 litres. Ils vont recevoir, c'est notre kit de départ. Donc, le bac brun 278, un bac vert de 9 litres qui peut être installé soit sur le comptoir de cuisine ou sous l'évier, et avec aussi des sacs qu'on peut voir ici sur la table qu'on peut installer à l'intérieur du bac. Donc, ce kit-là va être distribué d'ici la fin de l'été. Quelle est la réaction de la population par rapport à ce changement-là? Bien, je vous dirais, on a les deux grandes familles. On a des gens qui sont prêts à recevoir, ils même sont fébriles, ils ont hâte de recevoir, soit parce qu'ils l'ont déjà vu dans d'autres villes. On parle quand même de 300 villes qui ont déjà adopté ce service-là, donc ils sont très prêts. Évidemment, on a aussi des gens qui sont un peu plus réfractaires. Nous, on juge qu'on va les convaincre, on va les sensibiliser. Et comme je disais, il y a quand même 300 villes. On parle même pas nécessairement des petites villes. On parle de Sherbrooke, Lévis, Drummondville dernièrement. Victoriaville, ça fait des années qu'ils ont ça. Donc, je crois que les gens vont quand même l'adopter. Là, on n'a pas le choix. Là. On ne peut pas dire « Ah, ben nous, chez nous, ça ne nous tente pas de le faire ». Non, effectivement, tous les bacs vont être distribués à chaque maison unifamiliale, aussi dans les multilogements. Et évidemment, aussi, on va s'adresser au commerce de façon plus individualisée, étant donné qu'ils ont des particularités au niveau commercial. On va aller les voir de façon plus individuelle. Mais au point de vue résidentiel, donc, c'est une collecte comme le bac bleu, que ça fait 20 ans, tout le monde l'a adopté. Je pense qu'on ne le remet pas en question aujourd'hui, le bac bleu. Évidemment, il y a le bac vert qui est pour les résidus. Donc, c'est vraiment pour toute la population qu'on va l'implanter. Alors, concrètement, là, à la maison, comment ça se passe tout ça là, pour faire le tri, là, si on veut faire un résumé de la c'est ça, situation? comme on dit, les gens, au jour le jour, peuvent utiliser un bac qu'ils mettent sous le comptoir ou sur le chose. Il y en a qui peuvent soit rajouter un sac brun ou tout simplement le mettre carrément dans le bac et le vidanger à tous les 2 jours ou à tous les 3 jours. Par la suite, le bac brun, nous, la ville de Thetford, durant l'été, il va être collecté à toutes les semaines, quand même une fréquence qui est quand même bien. Les gens qui n'ont pas des odeurs ou de la chaleur, des choses comme ça, bien, la réponse qu'on a pour ça, bien, c'est quand même à toutes les semaines. Et durant les mois d'hiver, c'est quand même au mois qu'on va passer au niveau de la collecte du bac brun. Là, il n'est pas question de viande là-dedans. Là. Oui, on peut mettre viande, volaille, poisson, cru ou des choses comme ça, contrairement peut-être à du compostage domestique. C'est ça. C'est important de faire la différence. On peut faire la différence, étant donné que c'est du compost plus industriel, municipal. Donc, ces éléments-là sont acceptés dans le bac brun. OK, parce que, en tout cas, chez moi, ma belle-sœur, moi, en fait beaucoup dans le coin de Sherbrooke. C'est très populaire. Et chez elle, il y a vraiment, la viande, les légumes, tout est séparé. Ah oui. Mais
là, ce que vous me dites, c'est qu'on peut prendre notre assiette. L'assiette et le OK. vider carrément au lieu de le mettre dans la poubelle, comme on fait, on peut le faire aujourd'hui à Thetford. Bien, c'est de changer juste le geste. Au lieu de le mettre sous l'évier, bien, vous changez de bac et vous videz vos restants de table. Et durant la préparation des repas, aussi, on génère beaucoup de pelure, bien, c'est de le mettre dans le bac pour le compost. Très bien. Au niveau des coûts, qu'est-ce que ça amène là, ou qu'est-ce que les gens devront payer, par exemple? Bien, pour l'instant, au niveau du kit de départ, ce kit-là, lorsqu'on va savoir, on a évalué environ à 100 $ le kit. Il va être mis au compte de taxes en 2018 sur 3 versements. Donc, on parle environ d'une trentaine de dollars sur 3 ans pour le kit de départ. Et au niveau de la collecte en tant que telle, aujourd'hui, on a mis un 10 $ par porte pour les nouvelles fréquences que je vous ai parlé, donc à toutes les semaines l'été et au mois durant l'hiver. Donc, un 10 $ qui a été déjà impliqué au niveau du conseil de ville pour le budget. Très bien. Là, on parlait de cet été, en fait, mais d'ici là, les gens qui voudraient prendre de l'information ou en tout cas essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne, là, il y a tout un processus pour faciliter là, cette transition. Oui, c'est sûr que durant, on va avoir une police verte qui va aider les gens sur le terrain. Une police verte? Une police verte qui va aider sur le terrain pour aider les gens vraiment sur le terrain. On va avoir une ligne aussi d'information dédiée au niveau du bac de compostage. On va voir aussi, dans la brochure, je ne l'ai pas aujourd'hui, mais dans le kit de départ, il y a une brochure explicative pour savoir qu'est-ce qui est accepté et non accepté. Donc, il va y avoir quand même beaucoup d'éléments et sources d'informations Facebook, évidemment, qui vont accompagner les gens, soit par téléphone, Facebook, guides pratiques vont être transmis aux gens. Là. Très bien. Pour les contrevenants ou les réfractaires là, embarqués là-dedans, est-ce qu'il y a des contraventions qui vont être données? Non, comment ça fonctionne? On n'est pas rendu à ce moment-là. Là, on compte sur la bonne foi des gens. C'est pour ça que la police verte est là pour sensibiliser les gens qui seraient plus réfractaires. Mais c'est de cette façon-là qu'on va aller rejoindre toute la population. Là. Très bien. Donc, entre-temps, on le disait, de l'information, évidemment, auprès de la Ville ou encore sur les réseaux sociaux? Exact. Auprès de la Ville, au 335-2981. On va avoir une conférence de presse aussi au mois de mai qui va continuer à informer davantage la population. Et au kit de départ aussi, il va y avoir, comme je vous ai dit, des guides, lignes dédiées et Facebook et tout ça. Parfait. On s'y attendait. Là, c'est le temps de l'appliquer. Ce sera le cas chez vous aussi. Est-ce que déjà le compost ou en tout cas la récupération comme ça des matières organiques, c'est quelque chose qui vous touche? Oui, le compost, moi, c'est quelque chose que je fais quotidiennement avec mes enfants. Puis c'est le fun. Donc, au printemps, on recueille vraiment de la belle terre pour mettre dans notre jardin, dans nos fleurs. Donc, c'est vraiment un processus normal du cycle de la vie qui devrait être fait depuis bien des années. Et quand on commence ça là, et qu'on voit la différence entre les déchets vraiment qui vont dans la poubelle, on se dit, mon Dieu, comment ça se fait qu'on ne l'a pas fait avant? Parce qu'il y a une méchante différence. On n'en aura plus de déchets. Non, c'est ça, finalement, au bout du compte. Là. Mais ce qui va être particulier ici à Thetford, parce qu'on a parlé de le retour dans les fleurs, mais ici, le projet en tant que tel, c'est de remettre ça aussi sur les halles minières. On a une particularité ici dans la région au niveau des revitalisations des halles minières. Je pense qu'on a assez de pieds carrés pour s'amuser. Donc, je pense que oui. Donc, les gens qui vont mettre leur plure et leur matière organique vont faire un geste pour essayer de donner un peu plus de verre au niveau geste collectif. Nos halles minières grises. On va tous contribuer à la beauté du milieu. Voilà! Donc, ce geste-là va être intéressant. Très bien. On va parler rénovation, Mélissa, dans les prochaines minutes au niveau commercial. Et d'ailleurs, Mme Lacombe, avec vous aujourd'hui, on va parler du Gala Zénith. Donc, c'est un peu en relation. Ça s'en vient dans le sens où là, c'est vraiment les mises en candidature. Effectivement, jusqu'au 31 mars prochain. Alors, tous les gens d'affaires, les entreprises, les travailleurs autonomes sont appelés à déposer leur candidature. Alors, on est vraiment dans cette période-là actuellement, là, de peaufiner notre texte afin de s'assurer qu'on soit le plus séduisant possible pour attirer l'œil des membres du jury. Je lisais qu'il y avait des changements cette année, du moins au niveau du nombre de candidatures qu'on peut déposer. Effectivement, cette année, on a décidé que les entreprises pouvaient déposer dans un maximum de 2 catégories seulement. On juge qu'on peut être très performant à être une entreprise exceptionnelle, mais on ne pense pas non plus qu'on peut être bon dans toutes les catégories que le Gala Zénith offre. Alors, on s'est dit à ce moment-là, on va permettre aussi d'avoir une meilleure représentativité de tout le milieu des affaires. Alors, 2 catégories maximum possibles par entreprise pour pouvoir déposer le candidature. Qu'est-ce que ça faisait peut-être des fois pour une entreprise plus petite qui se disait « Ah, c'est sûr que je ne dépose pas ma candidature parce que telle ou telle entreprise est là ». C'est-tu un peu ça? C'est un peu ça,
ça, mais c'est aussi tout le travail qui est rattaché au dépôt des candidatures. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de recherche, c'est une rédaction qui est importante. Donc, à ce moment-là, en limitant ça à 2, bien, de un, les entreprises choisissent les catégories dans lesquelles il y a le plus de potentiel pour eux, puis ça permet aussi de pouvoir être peut-être mieux ciblés, justement, dans les catégories qui permettent d'avoir une meilleure visibilité versus les interventions qu'ils font au cours des années. De repartir avec un trophée ou même juste que notre candidature soit retenue, c'est fabuleux. Bien, là. Déjà, juste d'être finaliste au gala, ça donne une visibilité exceptionnelle. C'est une fierté aussi qu'on vient donner souvent à l'entreprise, mais aussi aux gens qui travaillent à l'intérieur de l'entreprise. Alors, ce sentiment d'appartenance-là qu'on vient simuler ou stimuler dans le milieu, à ce moment-là, c'est très important. Tout à fait. Dans les prix, quand même, qui sont dans une petite classe à part, on peut dire, il y a le Zénith Hommage. Le Zénith Hommage qui souligne, si on veut, là, quelqu'un qui s'est démarqué de par, si on veut, toute sa carrière ou toute sa vie d'entrepreneur et qui a été, si on veut, là, un bâtisseur important pour le milieu. Le Zénith Personnalité de l'année aussi. Oui, effectivement. Celui-là, il vient de chaque personnalité qu'on a nommée au cours de l'année. Alors, dans les 12 derniers mois, à chaque mois, on identifie quelqu'un qui a été marquant dans cette période-là de 30 jours. Alors, la personnalité de l'année, à ce moment-là, est nommée parmi les 12 personnes qui, au cours de l'année, on avait souligné de façon mensuelle. Et il y a aussi le prix où les gens seront appelés à voter directement dans la soirée. Oui, celui-là, c'est le Zénith des chefs. Alors, on a 4 traiteurs qui sera sur place, qui permettra de goûter à des saveurs particulières de notre milieu. Et tout au cours de la soirée, avant de rentrer dans la soirée gala, les gens sont invités à voter pour le traiteur de leur choix. Et au cours de la soirée, à ce moment-là, on dévoile le gagnant du Zénith des chefs. Ça se fait sur place, c'est pas en ligne? Ou... Non, ça se fait sur place. Les gens ont le petit carton. Ils ont la possibilité de voter avant d'entrer dans la salle, après avoir dégusté les bouchées de nos 4 traiteurs. Et nous, durant la soirée, à ce moment-là, on a une firme qui le fait sous surveillance correctement. Et à ce moment-là, on dévoile au cours de la soirée, parmi tous les autres prix, à ce moment-là, qui est le Zénith des chefs que les gens ont bien voulu choisir. C'est belle et grosse soirée parce que c'est 12 catégories. C'est 18 prix qu'on remet au cours de la soirée du 24 mai prochain. Alors, cette année, une particularité, c'est notre 10e anniversaire. Donc, on veut le faire à saveur hollywoodienne un petit peu. On va avoir un petit cachet de plus que les autres années. Alors, c'est 18 prix qui viennent souligner la performance à la fois des entreprises, mais souvent aussi des individus qui travaillent vraiment au développement de notre milieu. Donc, date limite pour déposer la candidature? 31 mars. Oh, ça s'en vient, oui. là? Oui, il reste que quelques jours, alors c'est important de travailler fort. Là. On en a déjà reçu, mais on sait qu'il s'en en vient des belles encore. Alors... Après ça, moment de fébrilité quand on fait le dévoilement. Alors, on va dévoiler en avril. Alors, c'est certain il y a toujours une douzaine de jours où les gens se disent « Est-ce que je suis retenu? » Alors, dans les journées du 12 et 13 avril prochain, on sera en mesure de véhiculer ou de faire circuler l'information sur les récipiendaires, pas les récipiendaires, excusez-moi, mais sur les finalistes qui ont été retenus. Et par la suite, on sort l'habit ou la robe chic pour le 24 mai. Bien, en tout cas, pour le 10e, on dit aux gens, soyez chic. Tenue de gala, quoi. Tenue de gala. Ouais. C'est important. On veut que... C'est le fun de temps en temps de prendre soin de nous. Alors, ce soir-là, on veut que tout le monde soit beau. Alors, on les invite à ce moment-là à faire peut-être un petit plus pour cette année. Tout à fait. Pour trouver, justement, là, on parlait de déposer la candidature et tout ça. Alors, sur le site du Gala Zénith, alors le www.galazénith.com, mais en tout temps, on peut appeler directement à la Chambre de commerce au 418-338-4551. Nathalie et moi, ça nous fera plaisir de vous répondre et de vous donner toutes les coordonnées. Parce que quand c'est la première fois qu'on remplit le carnet de candidature, des fois... Ça peut être un petit peu insécurisant. Alors, il faut que les gens soient rassurés. On va leur indiquer de comment le faire. On va leur donner des conseils. Alors qu'ils n'hésitent pas si c'est la seule embûche pour déposer le candidature. Et c'est pour tout le monde, hein, dans le sens où, là, on ne s'est jamais inscrit. C'est vraiment ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Puis ce qu'on aime souvent, c'est une nouvelle entreprise. Ça nous permet de les connaître, puis après ça, de les faire connaître aussi à toute la population. Tout à fait. Alors, on reste dans le domaine de l'entreprise. On fait une courte pause et on parle rénovation au retour. Restez là.
On voulait parler rénovation aussi, Mélissa, à l'émission, parce que, bon, on a reçu beaucoup de neige, là, dernièrement, mais le printemps s'en vient. Le printemps s'en vient. Et quand le printemps arrive, autant à la maison que pour ceux qui sont justement le propriétaire d'une entreprise, il semble qu'on a besoin de changement un petit peu. Effectivement. Donc, la rénovation de commerce en soi, c'est quelque chose qu'on veut faire et que les villes aussi demandent ou suggèrent fortement de faire. Donc, il faut prévoir l'effet qu'il y a une certaine liste de réglementations à voir. Premièrement, il faut voir quels sont les travaux prioritaires à faire sur le bâtiment. Et quelles raisons aussi? Alors, est-ce que c'est pour activer peut-être une nouvelle clientèle ou pour faire voir une nouvelle visibilité, pour avoir... Changer l'image. Changer l'image de notre entreprise ou simplement parce que le bâtiment est déjà à réactualiser. Et on sait qu'on a maintenant des programmes de subvention qui sont super intéressants. Alors, chacune des villes en contient. Et justement, il faut avoir déjà mis prioritairement nos travaux qu'on a effectués et par la suite regarder avec notre budget. Ouais. Le budget, principalement, est souvent secondé, mais n'est pas relatif au niveau de nos ambitions de rénovation qu'on veut faire. Alors, c'est là que nous, on rentre en ligne de compte, justement, pour s'assurer de la bonne continuité du projet et savoir exactement si les travaux qu'on aura effectués vont être vraiment conséquents avec le budget qu'on aura à faire. Donc, réglementation, première étape, budget, évidemment. Ça, des fois, c'est le bout où on aime un peu moins, mais c'est celui qui est très important. Exactement. Et l'échéancier aussi, parce que là, l'espèce de calendrier, tout dépendamment de notre champ d'activité, si on veut que les travaux soient prêts, bon, exemple, pour début juin, je pense aux terrasses, etc., bien, il faut prévoir le tout, là. C'est ça. Et ce que les gens peuvent faire la différence, c'est qu'une rénovation de maison et une rénovation de commerce, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc, on doit s'assurer avec l'urbanisme des réglementations qu'on a à avoir, les matériaux qui sont prohibés, simplement de changer l'enseigne de place ou simplement la changer pour la réactualiser va demander vraiment soit une nouvelle réglementation, une dérogation. Donc, c'est important d'aller chercher nos informations auprès de l'urbanisme pour savoir qu'est-ce qui nous est permis, si on est admissible aussi à ces critères-là. Donc, souvent, on a des projets, mais les admissions vont faire en sorte qu'on va simplement changer la fenestration et c'est ce que la Ville va nous accorder. Donc, simplement, le fait d'aller chercher une nouvelle visibilité, une nouvelle fierté auprès de mes entreprises. Souvent, j'ai des clients, moi, qui me disent, bien, écoute, moi, je vais mettre 100 000 sur ma façade de commerce, mais c'est simplement parce que je veux faire en sorte que mes clients et mes employés soient fiers de travailler ici. Et tout ça est personnalisé justement avec le fait que lorsqu'on regarde un bâtiment et que le bâtiment est vraiment désuet versus le bâtiment est rénové, plus urbain, plus contemporain, déjà là, on se fait une thèse, on se fait une idée de quels services ont ou produits et quelle qualité, l'expertise qu'on peut aller s'assurer avec tout ça. Il y a des propriétaires, des fois, qui vont repousser justement les rénovations dans le sens où, ben non, je vais être obligée de fermer pendant les rénos. De quoi ça va avoir de l'air? Bien, je vais perdre de l'argent. Il y a tout ça aussi. Il ne faut pas se faire des peurs pour rien. Là. Non, il ne faut pas se faire des peurs pour rien. Justement, d'aller chercher les bonnes informations. Et lorsqu'on va chercher les programmes de subvention, donc, comme je disais tout à l'heure, chaque ville en possède un, il peut être annexé avec la SADC, la SDE. Donc, ils vont vous permettre vraiment de déposer votre candidature, votre demande d'admission avec ces programmes-là. Et ils peuvent vous donner jusqu'à 50 000 $. Donc, c'est non négligeable de faire vraiment la bonne ressource, la bonne documentation pour aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et l'urbanisme, dans ces cas-là, c'est une clé pour tout ça. Donc, il faut aller voir au niveau de la luminosité, qu'est-ce qu'on peut faire, parce que souvent, les gens ont des envies, ont des idées, ont beaucoup de projets, et versus la réalité où est-ce que l'urbanisme nous demande, par exemple, d'avoir un calcul d'éclairage, justement pour ne pas faire de pollution lumineuse. Des détails comme ça qui peuvent être très serrés, très pointilleux, mais qui vont nous permettre d'avoir une symétrie avec le reste du bâtiment. Lorsqu'on prend, par exemple, le Vieux-Québec, et on voit à ce moment-là que tous nos bâtiments sont collés et qu'à l'origine, ces bâtiments-là étaient desservis pour des logements. Et par la suite des choses, chacun est allé au fur et à mesure d'une nouvelle vocation au bâtiment pour leur donner une vocation un petit peu plus commerciale. Et chacun est allé un petit peu avec son expertise. Et là, on devient comme une déstructuration de texture, d'auteur. On n'a plus cette fluidité-là qu'on devrait avoir. Exact. Exactement. Donc, l'uniformité qu'on doit recueillir là-dedans et aussi d'aller chercher le plus à cette entreprise-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que cette entreprise-là va se démarquer? Donc, c'est un peu ça pourquoi l'urbanisme est une clé favorable dans ces éléments-là. C'est justement pour nous permettre d'avoir cette uniformité-là et que tout le monde soit égaux à part entière.
Il y a des nouveautés au niveau de la technologie, par exemple, des gens qui sont en affaires depuis plusieurs années qui disent « Ah, on veut aller chercher le maximum au niveau de l'énergie, par exemple, de la technologie, comment on fait pour implanter ça. » Quand on est en affaires puis qu'on est vraiment focus sur notre business, des fois, on oublie, le temps passe, puis on dit « Oh non, il faut se mettre au goût du jour, il ne faut pas avoir peur. » Tu nous parlais de subventions, entre autres, de programmes. C'est ça. Aller voir. Les programmes financiers sont là pour nous aider. Il faut voir aussi si on fait partie d'un plan d'intégration, d'implantation architecturale, donc le PIA, qui va nous permettre d'avoir une réglementation beaucoup plus serrée. Donc, c'est important de faire affaire avec la bonne firme, justement, pour nous permettre d'avoir un petit peu plus de latitude et d'avoir un petit peu plus de pouvoir au niveau des demandes qu'on aura à faire avec les annexes, les organismes qu'on aura suggérés. Et d'être entouré encore des bonnes personnes, ça reste la clé. On parlait du Gala Zénith il y a à peine quelques minutes, mais toi, Mélissa, tu es une gagnante du Gala d'entreprise Beauceronne. Qu'est-ce que tu as à dire aux gens là, qui vont s'inscrire ou qui hésitent quand on reçoit le prix, parce que tu en as reçu quand même d'important? Qu'est-ce que ça fait et qu'est-ce que ça change peut-être? Bien, moi, c'est ça que j'invite les gens. Un, c'est pour la fierté, c'est pour le processus à long terme de ce qu'on aura effectué en entreprise. C'est tout ce qui s'y rattache. On pense à tout le déroulement qui a été effectué. Par exemple, comme moi, ça faisait 20 ans. Donc, après 20 ans, j'ai été reconnue dans mon milieu à moi, au lieu d'être reconnue à Montréal ou à Québec, peu importe. Et ça m'a particulièrement touchée parce que je me suis dit, là, maintenant, c'est mes pairs qui me reconnaissent. Donc, ça a été une belle fierté pour moi. Donc, c'est ça que j'invite les gens vraiment à s'inscrire au gala parce que ça peut faire la différence dans la vie d'entrepreneur. Parce que je me souviens d'avoir recueilli tes commentaires là, au moment où tu venais juste de recevoir comme ton fébrile. trophée, puis c'était tellement émotif. Puis en même temps, comme tu l'as dit, tu retournes en arrière en disant, OK, au début et tout le chemin parcouru. C'est ça. C'est le petit flashback est là quand même où est-ce qu'on se rappelle de tous les chemins, tous les défis qu'on a eu à faire. Et la belle tape dans le dos pour la suite aussi, pour exactement. continuer, pour ne pas lâcher, parce que c'est un rêve pour plusieurs de dire « Ah, moi, je veux devenir travailleur autonome, je vais avoir mon entreprise », mais c'est pas tous les jours facile. Alors, quand ça arrive, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Bien, bonne chance, parce que je sais que le Gala d'entreprise Beauceronne aussi revient. Oui, alors, ça. on verra. Encore. Génial! Alors, on te souhaite bonne chance, évidemment. Merci. Les gens peuvent toujours s'inscrire. En fait, c'est jusqu'à la fin mars pour le Gala Jusqu'au Zénith. 31 mars, 16h30. Alors, toute la population d'affaires est vraiment invitée à déposer sa candidature. Écoutez, je pense que, comme Mélissa le disait, nul n'est prophète dans son pays, mais d'être reconnu par ses pairs, je pense que c'est la plus grande fierté qu'un entrepreneur ne peut recevoir. Tout à fait. On le verra bientôt chez nous, ce fameux bac brun, alors à la fin de l'été. À la fin de l'été, effectivement. D'ici là, on prend de l'information si on n'est pas trop sûr. Effectivement, soit à l'Hôtel de Ville au 335-2981 ou si la Ville va continuer à faire de l'information, ça peut plaire. Voilà. Bien, merci beaucoup. Merci. À vous trois d'être venus nous voir sur le plateau. Moi, je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve jeudi prochain pour une autre émission d'Espace Public. Bye bye.